Marc Menant et ses invités. Posez toutes vos questions au 01 42 32 15 15. Bonjour, en ce dimanche matin, d'abord un gros merci puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Eh bien, ça nous fait énormément plaisir de savoir que la grand-messe de ce dimanche, donc, vous compte extrêmement nombreux derrière les transistors, dans les voitures, et que nous pouvons donc essayer de trouver de nouvelles pistes afin de nous interroger sur ce qui échappe au rationnel. Bien oui, de plus en plus, il est évident que nous nous sommes sans doute un peu trop cloisonnés et qu'il est bon d'ouvrir les fenêtres et de se dire tiens, au moins posons-nous les questions sans pour autant en tirer rapidement des conclusions. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé, mais il y a des nouveautés en la matière. C'est pourquoi il est bon de réouvrir le dossier, les fameuses expériences aux frontières de la mort. Alors, si vous avez connu ça, n'hésitez pas, vous manifestez 01 42 32 15 15. C'est bien, là, je pense que sur un sujet comme celui-ci, certains d'entre vous peuvent ainsi avoir une sorte de lumière à nous proposer. Et nous avons deux invités pour donc consulter les nouvelles informations. On commence par la dame, vous êtes d'accord, mon cher ami ? Bon, non, parce que sur ma fiche, c'est vous d'abord le premier, mais là, je vais faire le contraire. Sylvie Détiola. Détiola. Ouais. C'est pas facile à dire. C'est pas facile, faut se donner un peu de peine. Ouais. Oui, mais je veux pas commencer par la peine, je veux commencer par le bonheur. Alors, donc, vous êtes docteur en biologie moléculaire. Oui, c'est ça. Non, mais ça vous estampille sérieux, ça, dès le départ. C'est important, surtout sur un sujet comme celui-ci. Tout à fait. Et vous avez créé une association, l'association suisse active sur les NDE. Donc, les NDE, c'est le titre anglais d'expérience aux frontières de la mort. Tout à fait. D'accord. Oui. Et Noesis, donc, parce que vous êtes suisse et que vous vivez là-bas du côté de Genève. Voilà, mais c'est pas une association en fait, c'est un centre. Tout d'abord, c'est un centre d'accueil pour les personnes qui ont vécu une NDE ou une autre expérience connexe. Par là, j'entends tous les états de conscience modifiés, quels qu'ils soient, sans que la proximité de la mort soit forcément nécessaire. Pour les histoires d'amour, on vient pas chez vous parce que c'est un état modifié de conscience. Mais en général, les gens se débrouillent assez bien tout seuls à ce niveau-là. Okay. Ça peut arriver dans la discussion, mais c'est plus rare, disons. Alors donc, on verra tout à l'heure pourquoi vous avez délaissé la recherche en biologie afin de vous intéresser à cette partie, je dirais, assez étonnante de notre vie terrestre, à savoir la capacité que nous pourrions avoir à échapper à la gravitation, à notre monde, à être en dehors de la vie sans pour autant être dans la mort, parce que si on était dans la mort, théoriquement, on n'en revient pas. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Pardon. Donc ça pose aussi des questions sur le cerveau et la façon dont il est connecté. Ouais. Alors face à vous, Éric Rollet, co-directeur d'un livre. Alors c'est un livre qui traite de tous les sujets que nous abordons le dimanche matin, c'est pourquoi il est très intéressant. Il est paru chez Dervy, Paranormal entre mythe et réalité. Alors là, eh bien, je dirais que toutes les personnes sérieuses qui s'activent en la matière se sont réunies afin de pouvoir faire le point sur toutes les questions qu'on doit se poser sur ces phénomènes en tant que tels. Nous sommes d'accord. Une partie, en tout cas, des personnes sérieuses. Toutes n'étaient pas là, mais c'est vrai qu'il y avait du beau monde. Alors, vous êtes aussi le président de ONDE, c'est l'Observatoire national de discernement des énigmes scientifiques. Oui. Tout un programme. Tout un programme, qui dure depuis 5 ans. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez intégré dans ce programme des nouvelles données sur ces expériences aux frontières de la mort, données qui nous viennent avant tout d'Angleterre et de Hollande, c'est ça ? C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il ? Le fait nouveau, si vous voulez, c'est que ces témoignages, ces récits qui rapportaient des expériences aux frontières de la mort étaient considérés comme de simples témoignages qui n'avaient pas véritablement une valeur scientifique. Aujourd'hui, eh bien, on a de nouvelles données qui nous proviennent effectivement essentiellement d'Angleterre et des Pays-Bas, puisque nous avons eu 2 enquêtes avec une méthodologie extrêmement rigoureuse qui ont permis d'avancer un petit peu plus dans la compréhension et dans le nombre de témoignages qui peuvent exister dans les hôpitaux par rapport à ces expériences. C'était l'inconnu, déjà la première inconnue. Combien de personnes qui sont en réanimation, qui ont vécu un arrêt cardiaque, sont amenés à rapporter ce type d'expérience, c'est-à-dire, on peut le rappeler, le sentiment d'être sorti de son corps, d'avoir été aspiré dans un tunnel éventuellement, d'avoir débouché dans une lumière, etc., etc. Alors oui, on peut peut-être s'arrêter 2 secondes sur le phénomène en tant que tel dans ces manifestations, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de paramètres se répètent à chaque fois. Là, je peux me tourner vers Sylvie. Sur votre site internet, vous résumez l'affaire, si je puis dire, en affirmant il y a 5 points, 5 stades. Est-ce qu'on peut les donner, les 5 stades ? Éric vient plutôt de les survoler, mais alors,
Oui, bon, ça dépend un peu des chercheurs, un peu chacun a ses propres critères pour. Mais en gros. En gros, d'accord. Moi, je prends 5 phases. La première, c'est un sentiment de bien-être. Simplement, le témoin se retrouve dans un état de bien-être, un état un peu cotonneux. Simplement, il se sent bien. Ensuite, alors qu'il est souvent à l'hôpital, on verra qu'il y a d'autres cas, mais dans 90% des cas, ce sont des personnes qui ont été victimes d'un accident et qui sont vraiment menacées dans leur existence. Hein. Ils peuvent être dans le coma, ça peut être suite au cours d'une opération chirurgicale, donc sous anesthésie. Il y a différentes, effectivement, il y a différentes conditions. Ensuite, ils ont le sentiment de se détacher de leur corps physique, c'est ce qu'on appelle la phase, la out of body experience, donc sortie hors du corps. C'est bien dit, vous contredirez pas. Ensuite, il y a le passage dans un tunnel, effectivement. Donc, on dit tunnel, mais ça peut être une spirale, ça peut être quelque chose d'un petit peu différent. En général, les témoins emploient le mot de tunnel. Ensuite, il y a, au bout de ce tunnel, ils voient une lumière. D'abord qui est sous forme d'un point lumineux et qui les attire. Donc ils vont se diriger peu à peu vers cette lumière qui donc va prendre de plus en plus d'espace devant eux jusqu'à entrer dans cette lumière. Et là, en fait, ça commence à varier. À partir de là, les témoignages commencent à varier. Il peut y avoir énormément de scénarios possibles. Mais c'est intéressant de voir qu'il y ait effectivement des différences, parce que sinon, on se dirait que nous sommes tellement dans un stéréotype. Quelque chose de tout à fait programmé. Voilà. Donc ça n'aurait aucun intérêt. Alors, les différents facteurs, il y a ceux qui, à ce moment-là, voient des entités, les entités qui peuvent être soit des anges, donc des êtres extrêmement spirituels, ceux qui ont le sentiment de retrouver des êtres disparus qui leur étaient très chers. Après, il y a l'être de lumière qui est souvent invoqué, qui est un être qui a un caractère, je dirais, plutôt divin, mais qui est indéfini. Il n'a pas vraiment de forme. Ils sentent qu'il y a une présence qui est là, avec qui ils vont communiquer. Alors ça, ce sont ceux qui voient donc des personnages. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont simplement dans une sorte d'univers paradisiaque, on peut dire ça, mais pas spécialement des paysages, c'est plus des jeux de lumière extrêmement chatoyants. De couleurs, musique aussi, et surtout cette lumière. C'est cette lumière qui revient sans cesse, qui a vraiment un caractère qui est impossible à décrire avec notre vocabulaire. Donc, et un sentiment d'amour absolu, dites-vous. Ouais. C'est-à-dire que il se retrouve là, en dehors de toutes les jalousies, de toutes les bassesses terrestres, et le sentiment d'entrer en fusion avec ce qu'il y a de plus noble dans ce que nous connaissons, à savoir le sentiment de générosité. C'est l'amour inconditionnel. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un sentiment d'amour inconditionnel, souvent associé avec un sentiment de connaissance. Ils ont l'impression qu'ils ont accès. En fait, qu'ils sont conscients de tout, qu'ils ont accès à toute la connaissance de l'univers. Mais ça, c'est très subjectif. Ça veut dire quoi, la connaissance de l'univers ? Mais ils ont l'impression qu'ils pourraient se poser n'importe quelle question, ils auraient la réponse instantanément. Oui, mais apparemment, personne ne se pose des questions. On revient, disons, avec la solution, alors, parce que sinon, on ferait de sacrés progrès après les NDA. Le gros problème, effectivement, c'est qu'ils ne reviennent pas avec cette connaissance. Et alors, quand on leur demande pourquoi, ils estiment que c'est parce que notre conscience de tous les jours n'est pas capable d'avoir, de pouvoir contenir en fait toute cette connaissance. Oui, mais alors, ce qui est complètement fou, c'est que d'un côté, ils ont cette sensation. Apparemment, du moins dans les cas qui ont été collectés, aucun n'a posé une question qui aurait été suffisamment invraisemblable, ayant obtenu une solution qu'il aurait oubliée ensuite. Ouais. Bon, alors ça, déjà, c'est étrange, parce que dire on a la connaissance, mais sans la tester, bon, ça c'est le premier point contestable. Et puis, le deuxième point, c'est de se dire que lorsqu'ils reviennent, ils ont un certain nombre d'éléments d'information, et pour certains, un psychisme totalement perturbé, qui leur vaut même parfois les capacités qui permettent d'entrer dans ces états modifiés de conscience, voire avoir des précognitions, etc. Et de tout cela, ils se souviennent. Par exemple, les précognitions, ils se souviennent qu'ils vont arriver à tel état de vie, et ça pourrait se vérifier ensuite. Vous voulez dire des informations qu'ils ont eues au cours de... Oui, de l'NDE. Alors, pas toujours. Moi, j'ai souvent des témoins qui m'ont dit qu'ils ont eu accès à des informations sur leur futur, le futur du monde, des choses comme ça, des visions, et qu'ils les ont oubliés en fait. Et en les revivant plutôt au quotidien, ils ont parfois l'impression qu'effectivement ça, ils l'ont vécu pendant leur NDE. Mais j'ai pas vraiment de cas de témoins qui soient revenus avec des choses très précises. Je crois que ça existe, mais moi j'en ai pas entendu. Alors en revanche, Eric, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont, pour certains,
Ils développent des capacités de magnétisme. Ils vont avoir une sorte de capacité également à pratiquer l'art divinatoire, tout ce qui est lié à l'irrationnel. Voilà, c'est ce qu'un certain nombre d'entre eux disent. Mais est-ce que ça se vérifie, ça ? Alors, il faudrait pouvoir le vérifier. En tout cas, eux l'affirment. Ce qui est très troublant, c'est que les témoins que j'ai pu rencontrer et qui affirment ce genre de développement, effectivement, de capacités bizarroïdes, les dérangent. La plupart du temps. Alors ça va être capable effectivement de savoir qui sonne à la porte ou qui appelle au téléphone sans deviner. Enfin c'est pas une devinette. Ils sont sûrs et certains de savoir qui va sonner à la porte. Ils vont être capables effectivement. J'ai connu un témoin, c'était très très troublant, qui était capable de deviner des auras vertes autour de certaines personnes. C'était annonce de leur mort irrémédiable. C'était irrémédiable et vérifiable. Et elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus vivre avec ça. Et un jour, ça s'est arrêté et elle était très soulagée. Donc, je ne pense pas que ces témoins, a priori, puissent inventer ce genre de choses parce qu'ils en souffrent, apparemment. Mais est-ce qu'il y a aussi une sorte de télépathie sur les êtres qui leur sont chers et, par exemple, capables de se dire, d'affirmer, eh bien, un tel, ne vous faites pas de soucis, on le croit à Marseille alors qu'en réalité, il est à Naples. Je vous dis n'importe quoi, il est en train de vivre ça. Non, de manière si détaillée, non. Je n'ai pas connaissance de ça. C'est possible que des chercheurs l'aient, peut-être, Sylvie, mais moi non, à mon niveau, j'ai pas eu ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, quelle que soit la culture, on retrouve les paramètres que vous avez développés il y a quelques secondes. Et le plus troublant, ce sont 2 cas que vous mettez en exergue sur votre site Noesis, à savoir les jeunes enfants et les aveugles, qui apparemment vivent les mêmes phénomènes, des aveugles de naissance, et qui, pour la première fois de leur vie, se retrouvent avec des images qu'ils vont rapporter ensuite. Tout à fait. Bon, là, le seul problème avec les aveugles de naissance, c'est c'est très difficile pour eux d'arriver à décrire le phénomène de la vision, puisqu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Donc, certains ont éprouvé des sensations et l'ont interprété en fait comme la vision, mais on n'a pas une certitude absolue. Sylvie Tetoliaz, c'est qu'en l'occurrence, ils sont capables pour la première fois de leur existence de décrire un paysage, alors que jusque-là, ils étaient dans le noir absolu, ils sont sortis du noir. Tout à fait. Et alors chez les jeunes enfants, vous parlez d'un cas d'un petit poupon de 9 ans qui se retrouve de 9 mois qui se retrouve en opération, qui vit une NDE et qui va, lorsqu'il a 3 ans, raconter ce qu'il a vécu. Oui, c'est la première chose qu'il a raconté une fois qu'il a été capable de parler, c'est ce qui était arrivé à ce moment-là. Je ne crois pas que c'était lors d'une opération, je crois que c'était un cas de noyade en fait qui avait été rapporté par le docteur Melvin Morse. Et en fait, donc il était resté quelques minutes sous l'eau. Et donc la première chose qu'il a raconté quand il a pu s'exprimer, c'est qu'il était sorti de son corps, qu'il avait vu une lumière, qu'il avait vu un personnage en blanc. Et ça, c'est très troublant parce qu'un enfant de cet âge-là, on peut difficilement penser qu'il affabule ou qu'il a entendu parler de ça quelque part. Donc, c'est vraiment des témoignages extrêmement troublants. Et la seule chose qui est frappante chez les enfants, c'est que justement, ce sont des expériences qui sont beaucoup plus simples, beaucoup moins mystiques, qui sont peut-être justement moins sujettes à notre environnement, à tout ce qu'on entend. Et à une extrapolation. Et à une extrapolation et une interprétation, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces témoignages, et je pense qu'il faut être vraiment conscient, c'est qu'il y a une grande partie d'interprétation de la part du témoin et certainement de reconstruction a posteriori de l'expérience. Europe 1. Marc Menon et ses invités. Nous sommes donc avec Éric Rollet. Je rappelle qu'il est co-directeur d'un livre. Pourquoi co-directeur ? Moi, je dirais co-meneur, en quelque sorte. Co-meneur, parce que c'est pas loin de Menon. Non, bon. Alors, c'est chez Dervy, paranormal entre mythe et réalité, avec toutes les personnes qui se posent, enfin, un grand nombre de ceux qui se posent des questions qui sont extrêmement sérieuses. Pour certains qui ont l'étiquette d'une formation scientifique, telle Sylvie Tetoliaz, qui, je le rappelle, est docteur en biologie moléculaire. Vous êtes aussi le président de Onde, et puis cette association Noesis pour collecter toutes ces expériences aux frontières de la mort. Lorsque l'on est dans cette logique de l'interprétation, ce que vous évoquiez il y a quelques secondes, très vite on s'aperçoit qu'il y a ceux qui ont envie de croire à l'au-delà, et aussitôt ils disent, voilà, on a été aspiré par la grande lumière. Il y avait également des êtres qui nous conseillaient et qui nous appelaient à un avenir meilleur, presque qui nous invitaient au paradis. Et puis il y a ceux qui, en revanche, essaient de se mettre complètement en dehors de cela. Ils doivent le vivre d'autant plus mal, puisque eux n'habillent pas cette expérience d'un côté mystique.
Complètement. Alors il faut bien distinguer, c'est bien la difficulté, et c'est peut-être pour ça aussi que les témoignages sont aussi mal reçus dans la communauté médicale, que ce soit par l'environnement proche dans un hôpital, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins sur place. C'est qu'un témoin, lorsqu'il aura la force de parler, parce qu'il faut bien se rappeler, on l'a déjà abordé la question, que en moyenne, un témoin de NDE met 10 ans pour en parler. Mais il arrive que des témoins puissent en rapporter l'expérience tout de suite à l'hôpital, et c'est vrai qu'ils vont... Ce sont ces cas-là les plus intéressants, parce que quand on met 10 ans, on peut se dire aussi qu'on a été dans une sensibilisation et que inconsciemment, on a fini par enregistrer un certain nombre de paramètres qui viennent nourrir ce que l'on pense avoir vécu. Donc on se construit une sorte de raisonnement pour donner une cohérence à l'ensemble. C'est vrai. Alors que quand c'est spontané, là c'est plus intéressant. Alors là, effectivement, on a affaire à une partie qui va être une partie faite. Effectivement, qu'est-ce que nous dit le témoin de son expérience, et puis après la partie inexorable, j'allais dire, de l'interprétation, comme s'il lui disait, donc de la personne qui va dire l'être de lumière que j'ai pu rencontrer, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de l'interprétation. Donc, il faut être capable de bien distinguer, quand on veut avoir une approche scientifique de ces témoignages, et de bien distinguer entre la part du fait, de l'expérience en elle-même, de sa description, savoir si la personne est sortie de son corps, savoir si, comme c'est un cas par exemple, la personne est capable immédiatement de dire qu'il n'y a pas de chaise dans la salle d'attente d'à côté, parce qu'elle vient de le voir. Mais c'est ça. Là, on peut s'arrêter 2 secondes sur cette notion de sortie du corps. Apparemment, il y a presque une double expérience, puisqu'ils sont capables de rester dans une observation extrêmement terrestre. Ils vont dire, les lieux étaient comme si j'ai aperçu le chirurgien qui se comportait de telle manière. Et là, on pourra poser les questions au chirurgien lui-même et aux infirmières pour vérifier. Sur l'armoire, éventuellement, j'ai remarqué qu'il y a un outil, alors que personne ne le sait, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et puis, d'un autre côté, il y a le phénomène qui lui, les emporte en dehors de cet univers terrestre. Avec leur psychologie, avec leur culture. Donc il est évident qu'un chrétien ne verra pas Vishnu au bout du tunnel, et qu'un hindou ne verra pas le Christ au bout du tunnel. On a tous ces propos, comme il y a un réhabillage en quelque sorte de l'expérience avec toute la culture du témoin, ce qui fait qu'il faut bien distinguer effectivement la partie brute de la partie... Alors là, je me tourne vers la biologiste, docteur en biologie moléculaire. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'on n'est pas toujours... et même de plus en plus souvent avec des loufoques, qu'on se pose des questions. Mais non, parce que trop de gens ont une sorte de darocose en disant tout ça c'est de la foutaise, et on s'aperçoit que vous avez été chercheur, donc vous êtes intéressé à quoi en l'occurrence dans la recherche? En gros, mon sujet c'était le contrôle de l'expression des gènes. Non, mais ça montre le sérieux de l'affaire. Et puis un jour, vous êtes dit qu'il y avait peut-être d'autres phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués par les gènes et par les associations moléculaires, et vous avez eu la curiosité légitime de chercher à développer un travail par rapport à cela, un travail d'observation. Tout à fait. Avec les failles qui sont celles, en l'occurrence, de se fonder avant tout sur des témoignages. Ouais. Alors là, puisque Eric vient de développer les choses de façon très très claire, ne pourrait-on pas se dire, mais en réalité, ce sont des gens qui sont victimes d'hallucinations. Qu'est-ce qui nous permet, puisque si on est chrétien, on voit le Christ, si on est hindou, éventuellement, on va voir Vishnu, on se dit, tout ça, ça montre bien que ce sont des composantes de notre cerveau. Alors, et de notre éducation. Pour être honnête, actuellement, on est incapable de dire que ce n'est pas une hallucination. On ne peut pas le prouver, ça c'est sûr. Moi, je dis toujours que, personnellement, après toutes ces années d'études, je suis convaincue que c'est pas simplement une hallucination, mais c'est vrai que c'est de l'ordre de la conviction. Donc, en tant que chercheur, je garde toujours cette hypothèse de l'hallucination comme une hypothèse de travail. Mais c'est vrai que je suis convaincue que c'est pas simplement une hallucination à cause de toute cette acquisition d'informations qui se fait au cours de l'expérience et qui est très difficile à expliquer avec l'hypothèse hallucinatoire. Mais le gros problème, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à vérifier cette acquisition d'informations. Et justement parce que souvent, il y a un laps de temps énorme qui s'écoule entre le moment où la personne fait son expérience et le moment où elle la raconte. Donc on peut plus vérifier grand-chose. C'est très difficile. Donc on doit se baser un peu sur la bonne foi des témoins qui nous disent, à l'époque, j'en ai parlé avec mon entourage, les médecins, j'ai pu vérifier certaines choses que j'avais vues au cours de l'opération. Mais il faudrait pouvoir le vérifier de manière systématique. Alors ça signifie qu'aujourd'hui, vous, en tant que chercheur, par exemple en Suisse, vous essayez de contacter des hôpitaux et de demander
aux médecins, aux chirurgiens, au personnel soignant, de collecter après des opérations des informations en questionnant de façon presque détournée les gens pour savoir s'ils ont... Parce que là aussi, faut pas induire. Ouais, donc, ouais, essayez simplement de les aider à la confession, sans pour autant qu'ils sentent qu'il y a une attente de votre part. Je vais pas jusque-là, en fait. Je demande ça serait bien de qu'on, faire comme ça. Qu'on me contacte. Simplement, quand le personnel soignant, les infirmières ou les médecins sont confrontés à un cas de NDE, qu'ils me contactent et puis que moi, je puisse venir recueillir le témoignage, discuter avec la personne, sans que eux... qu'on attende que ce soit spontané. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas provoquer le récit. Peut-on dire aussi, puisqu'il y a nombre de personnes qui à l'hôpital se retrouvent avec des systèmes d'assistance respiratoire, donc on pourrait penser une suroxygénation du cerveau. Il y a également bien l'anesthésie avec un artifice de gaz, si je puis dire, pour permettre l'opération. Est-ce que ce ne sont pas là des éléments qui perturberaient le cerveau de telle sorte qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une hallucination et une sorte de constante entre les différents cas, parce qu'il y a donc ces deux sources de déstabilisation de l'environnement habituel du cerveau. On peut pas totalement l'exclure, ça, effectivement. Ce qui est très troublant, c'est qu'au cours de ces expériences, les témoins font part d'une clarté de pensée, d'un état de conscience qu'ils n'ont jamais connu à l'état de veille, en fait. Et ça, c'est très difficile d'expliquer ça par un dérèglement chimique au niveau du cerveau. On comprend pas très bien pourquoi, à cause d'une drogue, il serait encore plus conscient que d'habitude. Oui, parce que théoriquement, cela dit, je sais pas, il y a eu des expériences sous LSD où il semblait bien que les gens avaient plutôt une extrême conscience et même une très bonne mémorisation de ce qu'ils avaient vécu, non ? Non, pas vraiment, apparemment non. Non, pardon, non. Non, les expériences de LSD, au contraire, la conscience, il y a une perte de lucidité. C'est psychédélique, voilà, d'accord, c'est complètement fou. Et il y aura jamais deux expériences qui vont se ressembler. C'était l'autre question que je voulais poser. C'est oui. ça. C'est qu'il n'y a pas ces constantes. Et que si c'était une hallucination, quand même la grande question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde hallucinerait de la même chose dans ces circonstances? Ce serait quand même étonnant de penser que des gens du monde entier, de langues, de cultures, de religions différentes, aient des hallucinations constituées essentiellement des mêmes images et des mêmes symboles et ressentent surtout les mêmes sensations dans ces circonstances particulières que sont l'approche de la mort ou bien un traumatisme. Donc ce serait quand même si c'était une hallucination, ça soulève d'autres questions qui sont quand même assez passionnantes. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que là, nous sommes dans les cas extrêmes, mais ces situations de perception décalée, parce que là, on n'est plus spécialement dans l'expérience aux frontières de la mort, mais disons qu'il y a des personnes qui se retrouvent à vivre les mêmes phénomènes sans pour autant être menacées dans leur existence. Ce sont celles qui se retrouvent dans une grande peur. Ça peut être un grand traumatisme, un viol soudain, enfin bon, des situations qui vous perturbent totalement. Ça bouleverse les données. Il y a même des personnes qui peuvent cueillir une pâquerette, qui peuvent vivre cette expérience. C'est tout à fait étonnant. Ça bouscule un petit peu le cadre, effectivement, de ces expériences. Pour revenir à la question de l'hallucination, je reviens sur ces deux enquêtes médicales très sérieuses, Parnia et Van Lommel, où les conclusions déjà sont que 12% à peu près des personnes qui ont été réanimées prétendent avoir vécu cette expérience. Donc c'est quand même un chiffre intéressant. Et deuxièmement, en tout cas Van Lommel sur 10 ans conclut que ces expériences posent très clairement la question de la localisation de la conscience. C'est inscrit, c'est publié par The Lancet, le journal médical anglais. Mais Platon déjà, les Grecs, ils posaient la question de la conscience. Oui, mais voilà, mais ça repose la question. Est-ce que le cerveau est capable de penser tout seul, ou est-ce que c'est pas la pensée qui active le cerveau ? Ça mérite le débat. La philosoie, mais il faut continuer. Exactement, voilà. Et que l'hallucination pour Van Lommel est exclue. Si on lit bien le compte rendu, c'est des encéphalogrammes plats, on a vraiment des cerveaux qui ne fonctionnent plus et des expériences qui se produisent. Donc il y a quand même les aveugles, comment ils peuvent halluciner, avoir des images. Enfin bon, il y a toutes ces questions qui se posent. Alors c'est là aussi dans cette logique, pourrait-on se dire que s'il y avait véritablement hallucination liée par exemple au gaz, au produit que l'on met pour une anesthésie, à ce moment-là toutes les personnes devraient vivre le phénomène en tant que tel.
Ouais. Et puis tout le monde, Ça, c'était et une puis conclusion que faire d'article. des noyades, des accidents de la route, enfin des personnes qui prétendent avoir vécu cette expérience d'être sorties entre guillemets de leur corps au-dessus de la voiture, au-dessus de l'eau, et qui n'ont absolument pas eu d'injection de produits pharmaceutiques à cette occasion-là. Voilà, au moment d'un choc fort, Voilà. également. Ou même de manière spontanée. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans leur salon en train de lire un livre et tout d'un coup, paf, C'est comme ça que ça vous est arrivé? Non, ça m'est pas encore arrivé. Mais on ne citera pas la lecture, on ne citera pas le livre. Ah, mais c'est dommage. Moi, j'aime bien avoir des informations. Sinon, on est frustré. Avez-vous eu dans vos environnements respectifs, extrêmement proches, dans un instant, on fera une page de publicité, puis on va prendre l'une des premières personnes qui nous fait l'amitié de nous écouter, Jacqueline. On va dialoguer avec elle pour partager son expérience de NDE. Mais vous-même, avez-vous des gens qui sont d'un sérieux extrême, qui apparemment ne s'intéressent pas du tout aux phénomènes paranormaux et qui soudain, eh bien, vivant ça, sont complètement bouleversés? Vous, la chercheuse? Je connais personne de mon entourage proche. J'ai rencontré des gens qui m'ont paru extrêmement sérieux, qui m'ont dit ne pas s'intéresser du tout aux phénomènes paranormaux, en tout cas avant leur expérience, et qui m'ont convaincu. Mais c'est vrai que c'est pas des gens que je connaissais avant, donc ça je peux pas dire. Alors, Eric, de votre côté, Même à chose. Onde, il y a des témoignages qui vous viennent. Complètement, comme à Novésis. Oui, bien sûr. Mais dans les personnes qui vous contactent, y en a-t-il qui disent bah, écoutez, moi c'est fou parce que ça me met la vie en l'air. Je voulais surtout pas être dans ces éléments d'interrogation. Et je suis bien obligé aujourd'hui de me poser des questions. Eh ben c'est clair. Et en tout cas, je l'affirme, les gens qui paraissent un petit peu fous, qui mythomanes ou qui veulent faire parler d'eux, ne sont pas si fréquents que ça. Les gens qui ont le courage de rapporter ces expériences, parce que souvent c'est une expérience profondément intime, la rapportent comme un grand bouleversement et non pas obligatoirement un message à faire passer quelconque. Dieu existe, l'au-delà existe. Ce sont des gens qui ont vécu ça et qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est que ce ça. Et ils sont bouleversés Complètement. et il y a une véritable émotion parce que le mythomane, comme vous dites, il peut raconter une histoire, surtout qu'aujourd'hui il y a suffisamment de témoignages pour se recomposer son petit truc, mais il n'en reste pas moins, il ne pourra pas faire parler ses tripes. Non. Donc vous arriverez à faire la différence. Voilà, en fait. c'est ça. À cause de l'émotion et en lui faisant préciser exactement ce qu'il a vécu. Et c'est vrai qu'un témoin ne racontera jamais l'expérience de la même façon la deuxième fois. La première fois, il va vous la raconter comme on la trouve dans un livre. Et puis si vous revenez sur le sujet un peu plus tard, il ira plus loin. Et là, vous vous rendez compte qu'il a vraiment vécu quelque chose qui a absolument rien à voir avec notre quotidien et qu'il a beaucoup de peine à décrire. Ça ne s'entend pas, mais la dame est suisse, elle s'appelle Sylvie Detoliaz, elle est docteure en biologie moléculaire, directrice d'une association, Noésis, donc qui s'intéresse à ces expériences aux frontières de la mort. Éric Rollet, donc ce livre Paranormal entre mythe et réalité aux éditions d'Hervier, et puis l'association Onde. On se retrouve dans un instant. Et c'est bien puisque vous nous faites l'amitié d'être en confidence et de nous offrir ce que vous avez pu vivre dans le cadre de ces expériences aux frontières de la mort. Donc ce que les Américains appellent les NDE. On peut rappeler en 2 secondes un choc, la perte de conscience, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'état comateux. Nous sommes bien d'accord là-dessus, hein? On peut signifier ça comme ça. Je dirais pas un état comateux. Un vrai coma. Non, parce qu'un coma en général c'est quelque chose d'un petit peu confus, d'un petit peu diffus. Là c'est plutôt une expérience où les gens sont très concentrés. Oui, mais en dehors de la réalité, c'est ça que je veux dire. On échappe même si il y a la double perception. D'un côté, ce phénomène qui vous absorbe, et puis de l'autre, tout du moins au début de l'expérience, la personne qui se retrouve dans un accident, elle va voir les secours qui s'organisent au-dessous, pourra donner des détails sur ce qui s'est passé, etc., etc. Mais alors justement, là, elle n'est pas du tout dans un état comateux. Elle est extrêmement lucide et consciente de ce qui se passe. Mais en observatrice. Elle n'est plus dans la scène, elle est au-dessus de la scène. Tout à fait, ouais. Et puis après, elle se trouve emportée, complètement en dehors. Ouais. Dans un ailleurs. Voilà, un ailleurs, voilà. Ouais. Alors, on va demander son expérience à Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le territoire de Belfort. Oui. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Alors Sylvie est bien en Suisse, alors pourquoi, hein? Oui. Il y a moindre mal? Non, allez. Il y a beaucoup de nos amis suisses qui nous écoutent, belges et autres, et on les remercie. Allez-y, Jacqueline, racontez-nous. Donc, je me suis noyée, on peut dire noyée, mais j'en suis revenue, lorsque j'étais en vacances dans un terrain naturiste duquel nous avions parlé avec vous il y a 2 ans à propos de naturisme. Ah! Vous vous rappelez? Écoutez, ma mémoire parfois vacille, mais c'est mon grand âge. J'étais en train de me noyer et là-bas dans cette région de Gironde, il y a des baïnes et la mer vous emporte parfois cruellement.
Et j'ai été prise dans un tourbillon. Je me suis abandonnée en me disant c'est pas la peine de lutter. Et dans ce lâcher-prise, j'ai croisé mes mains sur mon ventre. Je me suis allongée, j'ai dit bon ben tant pis, je meurs dans ce que j'aime le plus, la mer. Et au moment où j'ai accepté de mourir, j'ai senti que je fondais comme un sucre dans un verre d'eau, que je m'élevais et que je faisais, si vous voulez, un quart de tour sur moi. Je pivotais comme les gosses qui pivotent autour d'une barre, d'une porte. Je pivotais, je suis partie à plat ventre, comme sur une luge, dans le tunnel, qui avait autour de moi des lumières multicolores de chaque côté, et ça faisait un bruit d'enfer, ça faisait... Et au bout de ce tunnel très long, il y avait une petite épingle de couturière orange, une boule, qui est devenue une mandarine, qui est devenue une orange, qui est devenue un potiron, qui est devenue une porte, et je me suis enfilée, toujours à plat ventre, dans cette porte. Puis, je me suis remise sur mes pieds, et c'est bizarre, mais je savais que j'étais debout, mais je voyais pas mes pieds. Et deux mains m'ont pressé sur les épaules et m'ont assis sur un banc. La pièce orange s'est éteinte et immédiatement le mur s'est allumé, un mur immense comme un écran de cinéma actuel. C'était en 72. Je n'en ai parlé qu'en 90. Donc vous voyez, c'était tellement, pour moi, extraordinaire, j'ai jamais osé le dire à ma famille. La peur d'être prise pour une folle. La peur qu'on me prenne pour une folle, surtout que j'étais enseignante, je me suis dit, ils vont me prendre pour une dingue. Alors, restons devant cet écran. Voilà, oui. Alors, on m'a pressé sur les épaules, fermement, je me suis assise sur un banc qui n'avait pas de dossier parce que j'ai failli partir en arrière. Le mur s'est éclairé, et j'ai vu, c'était pas du cinéma, c'était une succession de diapositives animées. Alors, je me suis vue d'abord en communiante, événement marquant de ma vie, avec mon voile qui flottait, ce qui prouve aussi que j'étais croyante. Je me suis vue en mariée, avec le voile qui flottait toujours. Et ce qui prouve que vous étiez croyante. Oui, aussi. J'ai vu une immense patte de cheval qui vibrait comme si une mouche le piquait. J'ai levé la tête, où du cheval il y avait un officier, et devant l'officier une petite fille avec une petite frange. C'était moi assise devant mon père officier qui m'emmenait à l'école maternelle à cheval en Alsace le matin. Et puis j'ai vu tout d'un coup, alors ça s'éteignait à chaque fois, la dernière diapositive, j'ai vu deux énormes genoux sur l'écran et un bébé qui sortait entre ses genoux. C'était mon accouchement, et le bébé qu'on me posait sur mon ventre. Ça s'est éteint, terminé, plus de film de ma vie. Et j'ai entendu un brouhaha. Je me suis levée du banc, j'ai vu à l'arrière à la fois une lumière insoutenable. Je ne connaissais pas à l'époque le terme halogène, mais c'était une lumière de lampe halogène, on pouvait la regarder, mais elle était d'une brillance terrible. Et puis derrière cette lumière, ou mélangée à cette lumière, il y avait des silhouettes de gens, un peu bleutés, qui me faisaient viens. Alors d'autres expériences disent que dans ces cas-là, ce sont des disparus qu'ils auraient pu connaître, ou alors des entités. Vous aviez la sensation de quoi? Il y avait une foule, on aurait dit qu'il y avait une noce. Mais il n'y avait pas spécialement des personnes. Attendez, si, alors justement, il y avait comme une noce. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bien là-bas. Tu es curieuse, tu étais curieuse vivante, tu es encore curieuse morte, tant pis, vas-y. Je suis allée jusqu'à la porte. Et là, le Christ, parce que j'ai vu un homme avec des grands cheveux blonds ourlés sur ses épaules, avec une grande robe blanche, le Christ m'a écarté les bras tout en travers de cette porte de lumière, et il m'a dit d'une voix douce mais très ferme, non, pas maintenant. Alors j'avais un fils de 7 ans à l'époque, je me suis dit, après, il fallait que j'élève mon fils. Et je me suis Alors attendez, Jacqueline, parce que là, le sentiment d'une maman, un petit garçon... Ah non, j'ai pas pensé à mon fils, oui, j'ai entendu, non, pas maintenant. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que vous, maman d'un enfant de 7 ans... J'ai pas pensé à mon fils. Non, d'accord, mais théoriquement, une mère, elle est tellement charnellement accroché à sa progéniture que la peur de la mort aurait dû vous terroriser. Donc, pas du tout. Et là, au contraire, vous étiez dans l'abandon, vous acceptiez de ne plus jamais revoir votre enfant. Tellement bien. La preuve, c'est que quand il m'a dit non, pas maintenant, immédiatement, je suis retrouvée dans l'eau. J'ai senti que j'étais lourde, que je m'enfonçais. J'ai fait merde, je suis vivante. Merde, je suis vivante. Et c'est à ce moment-là que vous avez bu la tasse? Non, j'ai pas bu la tasse du tout, jamais. J'ai vu une petite tête très bronzée qui nageait au loin. J'ai fait help en agitant les mains. Elle a bougé, elle m'a regardé. J'ai refait help parce que là, je coulais. Il est venu vers moi. C'était un Allemand qui m'a fait kein Angst, nein, ich kann nicht schwimmen. Il m'a ramené en me prenant sous le bras. J'ai pu à ce moment-là agiter les jambes.
Et quand on est arrivé sur le bord de la plage, les ménesses amenaient avec leurs ficelles, leurs rouleaux, crachez votre eau, madame. Je les ai bousculés d'un coup de coude en disant, mais foutez-moi la paix, je n'ai pas bu ma tasse, j'ai pas bu d'eau. Et puis mon allemand avait disparu, mais je l'ai retrouvé après. Je lui ai appris le français pour le remercier. Bah non, belle histoire. Oui. Alors, on n'ira pas plus loin. Mais dites-moi, à part cela, le dernier point, et puis après on vous lâche. Les conséquences. Oui, voilà. Alors, les conséquences. immédiatement après, je faisais du yoga à l'époque. Je suis allée vers mon professeur de yoga, qui est un élève de Ramana Maharshi, j'avais de la chance, et il m'a dit, tu es privilégié, tu as obtenu en un quart de seconde, parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré, tu as obtenu ce que des moines mettent leur vie entière à atteindre, la prise de conscience du soi. Et là, vraiment, j'ai senti la vie. Et savez-vous, je vais vous faire rire, mais quand j'épluchais une carotte... on est preneur. Hein. Quand j'épluchais une carotte, j'avais l'impression qu'elle criait. C'était drôle. Puis je me disais, il faut quand même bien que je mange. Le massacre des carottes. je voyais, et alors depuis ce temps-là, je vois les auras des gens. Je vois des auras bleues, roses, brunes, rouges autour des gens. Je voyais tous les gens qui passaient sur la plage le lendemain, je voyais toutes leurs auras. Je voyais les auras des branches de pin qui se balançaient. Et puis alors depuis ce temps-là, ma foi, je n'ai plus peur de la mort, je ne suis plus attachée à ce que je possède. Ça m'ennuie par exemple si je casse un vase, mais ça dure un centième de seconde. Il crie pas le vase, non, contrairement à la carotte. Bon, très bien, mangez des vases alors. Et puis j'ai des prémonitions, et puis j'ai appris, j'ai jamais appris, mais si vous me donnez un paquet de cartes de tarot de genre Béline ou autre, je tire les cartes à mes amis qui me disent je tire très très bien alors que je n'ai jamais appris. Et puis j'ai de la clairaudience par exemple. Un jour j'étais dans mon auto, je mettais le contact, j'ai entendu non, et je me suis vue devant le pouce accidenté sur une route. 10 minutes après je crevais. Si j'avais pris cette autoroute, j'aurais eu un accident terrible, mais je ne suis pas partie sur l'autoroute. Eh bien, merci beaucoup Jacqueline de votre témoignage, de votre dynamisme et de votre joie de vivre. Merci. Alors ça correspond à d'autres témoignages qui nous viennent, bien évidemment, c'est Madeleine, qui elle dit, j'ai des visions maintenant, et elle, alors là, je ne sais pas si ce cas est fréquent, elle dit qu'elle a vécu carrément 7 NDE. Ah non, ça c'est pas vrai. Le maximum que j'avais entendu c'était 3, mais 7, bon, c'est énorme. Hein, et la première s'est produite à l'âge de 5 ans. Et donc elle a des préconitions, et en particulier, malheureusement pour elle, elle a vu que son mari allait être victime d'un accident, et ça s'est réalisé. Bon, donc il y a également Roselyne qui, elle, pense avoir vécu une NDE pratiquement à sa naissance. Est-ce qu'il y a des évocations qui sont faites comme ça par des personnes disant... alors, on multiplie aujourd'hui, vous savez, des régressions qui permettent de revivre, ou du moins avoir la sensation de revivre les naissances. Vous, Sylvie, avez-vous, dans ces types de configurations, des gens qui, à ce moment-là, auraient à la fois la sensation d'arriver sur Terre et d'un autre côté, de se retrouver dans une grande lumière ? Non, c'est des choses que j'ai lues, effectivement, j'en ai déjà entendu parler, mais moi, j'ai jamais rencontré alors de cas comme ça, non. Parce que ça serait effectivement extrêmement troublant, bien que là encore, le grand drame de tout cela, c'est votre matériel, il est fondé uniquement sur des ressentis. Là, la chercheuse, le docteur en biologie doit être un peu dérangé par rapport à ça. L'investigation est très limitée, ouais, effectivement. On peut pas en faire grand-chose, de nouveau. Ouais. Alors, quand on se préoccupe d'essayer de mettre en équation l'ensemble, parce que la formation de chercheur qui est la vôtre, elle est là, elle vous imprègne, et c'est bien parce que ça vous permet de mieux orchestrer le travail que vous êtes en train de mener. Quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez vous fonder aujourd'hui et qui vous permettent de dire quand même, eh bien, je crois vraiment, c'est au-delà de la croyance, on peut établir qu'il y ait des preuves, j'ai du mal à lâcher le mot, des preuves qui nous permettent d'adhérer à cette hypothèse de la NDE. Mais moi, curieusement, je n'ai pas de preuves. Je n'essaie pas de prouver quelque chose à tout prix. J'ai vraiment une démarche relativement neutre. Je ne sais pas où je vais. Oui, mais à la fin, au fur et à mesure, vous essayez de dire, tiens, ça va plus tôt, et ça corrélant cela, etc. Il y a des éléments que j'ai compris, en fait, à travers mes enquêtes. Par exemple, j'ai compris ce réel problème de langage, dans le sens où notre vocabulaire est absolument pas adapté
adapté pour rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Et comme il n'existe pas de mots, chacun va interpréter à sa façon, utiliser son propre langage pour rendre compte de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre quotidien. Et ça, c'est un réel problème, parce que souvent, ça heurte les scientifiques. Ça fait que souvent, ils se disent non, ça va trop loin. Là, on peut pas y croire. Et donc, moi, je me rends compte. Enfin, ce que j'ai compris, c'est vraiment qu'on a affaire à quelque chose qui nous dépasse. Mais je peux pas dire qu'on a des preuves de quoi que ce soit. Ça, honnêtement. Alors par exemple, il y a Delphine, elle a 21 ans, elle est étudiante en physique, elle dit dans Sciences et Avenir, il parlait de ces hypothèses apparemment donc d'expérience aux frontières de la mort. Il disait que les gens qui se mettent à planer parce qu'ils ressentent trop de douleur, du coup le cerveau se déconnecterait du corps, d'où l'impression de flottement. Alors quant à la vision du tunnel de lumière, elle serait due à une persistance rétinienne. C'est recevable pour vous en tant que chercheur ? Non, pas du tout. Là, c'est vouloir à tout prix rester dans le rationnel pour le rationnel. Et ça, justement, quand on est confronté au témoignage, on se rend compte que ça tient pas la route, ces explications. Par exemple, moi, j'avais rencontré un témoin qui m'a parlé justement du tunnel. Il m'a dit effectivement, j'étais dans un tunnel et au bout, il y avait une petite lumière qui a grossi, puis je suis rentrée dans cette lumière. Et quand je lui ai fait redécrire une deuxième fois, il m'a dit bon, déjà en fait, c'était pas vraiment un tunnel parce qu'il y avait pas de dimension, il y avait pas de paroi. Et puis quand je lui ai dit mais est-ce que vous avanciez vraiment vers ce point lumineux qui grossissait, il m'a dit non, parce qu'en fait c'était plutôt si je me concentrais sur mon corps, je me retrouvais dans la salle d'opération, et si je me concentrais sur cette lumière, je me rapprochais de cette lumière. Alors là ça devient quand même bizarre parce qu'il faisait des allers-retours dans ce tunnel. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe. Si c'était vraiment un phénomène physiologique, ça devrait aller dans un seul sens. Mais là, il y avait des allers-retours. Alors, ce flottement de conscience, moi, il m'intéresse. On fait une pause, on revient dessus, parce que c'est quand même assez étonnant de pouvoir aller d'un état à l'autre, donc, et de vivre la situation. Alors, on ne sait plus dans quel monde on se trouve, puisqu'on passe par les deux états. Nous sommes avec Sylvie Détiola. Oh là 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 là, ça s'arrange pas, non. Vous pouvez pas prendre un pseudo, non? Mais moi, Sylvie, c'est Sylvie, voilà. Bon, on va faire dans l'intimité, on va gagner du temps. Très bien. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie moléculaire et donc directrice de Noesis. Ça, c'est facile. C'est donc un centre d'accueil, d'information voilà, et de recherche sur ces expériences aux frontières de la mort. Éric Rollet, face à vous. Et puis ce livre, donc, Paranormal entre mythe et réalité, aux éditions Dervy, et puis son association Onde. On peut, juste avant de revenir sur ce cas de flottement que vous évoquez il y a 2 secondes, on s'arrête à Marie-Jeanne, qui a fait, elle, une tentative de suicide, et qui est donc s'est retrouvée dans cette situation de frontière, aux frontières de la mort. Ma vie en est transformée. Il y a un avant, un pendant et un après. Lors de cette expérience, j'ai ressenti l'amour inconditionnel. En haut, on m'a dit que ce n'était pas mon heure. À présent, je vis une renaissance. J'ai retrouvé la fraîcheur de mon enfance. Et si ma vie n'est pas toujours tendre, eh bien, elle est généreuse. C'est une ouverture de conscience. Alors, c'est intéressant ces cas de suicide. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est apparemment paradoxal. Quelqu'un qui va faire une tentative du suicide et qui arrive dans un paradis entre guillemets et qui ne va pas renouveler cette tentative de suicide pour retrouver ce paradis plus tard. C'est très curieux. Mais c'est vrai que c'est la très très grande majorité, d'après les études surtout américaines, c'est une très grande majorité des suicidés, des tentatives de suicide qui ne se renouvellent pas après une NDE. C'est très curieux quand même. Alors Sylvie, on revient à ce personnage qui va donc de la réalité et selon sa volonté. Alors, comment peut-on avoir une volonté quand on n'est plus véritablement dans la conscience de son existence et que l'on aille de l'extérieur à la vie en tant que telle? Non, je crois que c'est faux. Ils ont conscience d'eux-mêmes comme ils l'ont jamais eu, en fait. Ils ont toujours conscience d'être là. Et c'est leur volonté qui leur permet de se déplacer, en fait. Ça, c'est souvent dit. Quand ils pensent, par exemple, à leur famille qui est à l'autre bout de la ville, et ils se retrouvent dans leur maison en train de voir leur femme en train de préparer le dîner ou des choses comme ça. Attendez, là, vous êtes en train de nous dire que non seulement ils vivent la situation telle qu'ils
dans laquelle ils étaient immergés. Hein. Ouais. Donc ils sont observateurs, ils se voient sur le lit d'hôpital, et éventuellement ils peuvent se transporter à l'autre bout de la ville pour voir ce qui se passe chez les gens qui leur sont chers. C'est ce qu'ils racontent. Oui, en oui, tout non, cas. mais Oui, c'est tout à important. fait. Pas Mais pour ce que je tous, voulais mais dire, pour c'est certains. qu'on parle souvent de déplacement. Ils disent j'ai été là, je me suis retrouvée à tel endroit. Et en fait, quand Et on là, leur on peut pose la vérifier question, après, auprès des témoins, que les personnes vivaient bien ce qui est raconté par les alors personnages. effectivement, c'est ce qu'ils nous disent. Moi, j'ai pas pu le vérifier personnellement, malheureusement, mais effectivement, ils nous disent qu'après, ils ont pu en discuter avec leur entourage et que les personnes étaient en train de faire exactement telle activité, étaient habillées de telle façon, à telle heure, à tel endroit. Donc c'est vrai que c'est relativement troublant. Mais ce que je voulais dire avec cette histoire de tunnel, c'est qu'en fait, il y a plusieurs témoins qui m'ont décrit ça comme ça. C'est plutôt un changement d'état de conscience qui leur permet de se déplacer. C'est pas vraiment un déplacement de lieu. Parce qu'il n'y a plus dans cette dimension, semble-t-il, il n'y a plus de lieu, ni d'espace, ni de temps, mais c'est par un changement d'état de conscience qu'ils se retrouvent dans un autre endroit. D'accord, mais comment peut-on passer du tunnel, sortir du tunnel, revenir à la réalité, etc. Mais parce qu'il n'y a pas vraiment de tunnel, c'est ça, c'est pas vraiment un tunnel, c'est pas aussi terrestre que ça. Et c'est ça, moi, que j'essaye de faire passer comme message, c'est que là, c'est une métaphore. Les témoins emploient une interprétation, une métaphore faute de mieux pour rendre compte de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec notre vie quotidienne. Sauf que tout à l'heure, dans le témoignage de Jacqueline, elle avait des diapositives, elle avait des projecteurs, c'est-à-dire qu'on était aussi dans quelque chose de très anthropomorphiste de notre époque. De nouveau, mais peut-être que si j'avais pu discuter avec elle et que je lui avais demandé de préciser exactement qu'est-ce qu'elle a vu, elle m'aurait dit, oui, j'ai dit diapositive, mais c'était peut-être pas exactement ça, mais ça m'a fait penser à ça, par exemple. Oui, c'est-à-dire que notre cerveau cherche toujours les points qui lui permettent de mener des raisonnements, donc qui sont des points de repère, qui sont des facilités de reconstruction. Voilà, exactement. Moi, j'avais un témoin, par exemple, qui toujours le même, qui m'a parlé de cette histoire de tunnel. Après, il a rencontré un être de lumière qui lui a demandé pourquoi il voulait rester, parce que lui voulait mourir. Et il lui a expliqué brièvement pourquoi il n'était pas heureux dans sa vie. Cet être lui a répondu, tu fais pas le bon choix et je vais te montrer pourquoi. Et à partir de là, il lui dit, il m'a dit, il m'a emmené ailleurs. Mais de nouveau, c'était pas il l'a pas emmené physiquement ailleurs. Il y a eu un changement de climat, d'atmosphère, et il s'est retrouvé dans un endroit où toute sa vie il était conscient de toute sa vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable revue de vie. Et lui, il expliquait très bien, c'est un peu comme si... Ce ne sont plus des événements en tant que tels, c'est une sorte de ressenti global. Il expliquait ça, comme ça, c'est comme si notre cerveau, enfin l'analogie qu'un ordinateur, au cours de la journée, on stocke les informations, tous les détails, toutes les sensations, tous les sentiments en mémoire vive. Et le soir, on stocke tout ça sur le disque dur. Et là, au moment de la NDE, c'est comme si toute l'information du disque dur repassait sur la mémoire vive, parce que celle-ci est tout d'un coup capable d'être consciente de tout en même temps. Donc il dit, c'est pas comme un film qui se déroule devant vous. Vous êtes conscient de tout, de tous les détails depuis votre vie embryonnaire jusqu'au moment de votre NDE. Et vous savez simplement que vous pouvez vous concentrer sur un détail, tel jour, telle date, telle heure, et vous allez revivre cette scène. On peut se focaliser sur une scène. Et ce qui était très, très impressionnant quand il le racontait, c'est que il la revivait. Il revivait ces scènes de l'intérieur avec les sensations corporelles, son état psychique du moment, ses sentiments, ses émotions et l'état des personnes qui étaient autour de lui, les émotions, les pensées des gens qui étaient autour de lui. Donc chaque situation prenait un éclairage nouveau parce que il avait toutes les données en main. Il comprenait pourquoi telle chose s'était passée de telle manière. Et pourquoi éventuellement il y avait eu après des animosités avec tel ou tel, parce que la personne qui se trouvait donc dans la même scène que lui avait eu des ressentis qui n'étaient pas les mêmes. Et lui, en fait, c'était assez extraordinaire. Il avait eu un traumatisme à l'âge de 7-8 ans parce que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un petit copain à lui avait eu un accident et était mort à la suite de cet accident. Donc c'était vraiment une tragédie. Et à l'époque, on avait pensé qu'il était coupable de cet accident. On avait fait son procès à huis clos. On l'avait jugé, condamné, puni. Et on lui avait fait porter vraiment cette responsabilité. Lui, qui savait pourtant qu'il n'était absolument pas coupable, s'était quand même senti responsable de tout ça et avait porté ça toute sa vie. C'était devenu quelqu'un d'introverti, de très timide, très mal dans sa peau, très peu confiant. Et au moment de sa NDE, il a revécu cette scène et il a compris en fait le quiproquo, il a compris pourquoi les gens avaient pensé qu'il était coupable, ce qui s'était passé dans leur tête, et il a enfin pu se libérer de ce poids et comprendre qu'il était vraiment absolument pas responsable de ce qui s'était passé. Donc ça fait presque office de psychanalyse accélérée parce qu'il avait tout d'un coup accès à toutes les données
Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et après, il a pu en parler avec sa famille. Et effectivement, on lui a dit que ça s'était passé de cette manière. Extrêmement troublant. On peut rester 2 secondes puisque vous dites il a les ressentis des événements qu'il a envie de revivre. Ouais. Mais dans l'absolu, quand on entre dans le tunnel, est-ce que l'on a froid? Est-ce que l'on a chaud? Est-ce qu'il y a des odeurs? Parce qu'on parle toujours du côté visuel. Mais les autres sens, est-ce qu'ils fonctionnent encore? Moi, je le pose systématiquement. Je pose systématiquement la question odorat et oui, non, il y a pas visiblement. Ou c'est rare. Il y a des cas de musique céleste, mais souvent, mais c'est assez rare quand même. Rare. Et sinon sur le côté chaleur comme ça, frisson, est-ce que il y a Je crois que c'est pas une sensation physique. Ils parlent souvent d'une chaleur, d'un sentiment de chaleur parce qu'ils sont dans un état de bien-être. Mais je crois pas que ce soit une sensation physique. Éric Rollet, il va nous falloir conclure. Arrêtons-nous sur les cas donc qui sont moins dramatiques, mais une sorte de spontanéité de NDE. Est-ce que vous avez la possibilité de nous imager ça? Oui, un cas que j'ai bien connu il y a quelques années d'une personne qui, en montagne, était assise à côté de son mari en voiture. Son mari conduisait et puis effectivement débouche dans un virage une camionnette qui va les emplafonner et elle se dit sortir de son corps avant même le choc. Elle assiste à la scène tout en ralenti et là, elle va vivre différents stades de la NDE, rencontre avec une entité, lumière, bien-être. Elle ne veut pas revenir sur Terre, elle est bien là où elle est. Et puis elle découvre qu'elle va laisser ses enfants orphelins parce que elle pense tout ça en quelques secondes, que son mari va aussi mourir et que ses enfants vont rester complètement orphelins. Et là, elle dit à l'entité, je ne peux pas les laisser, je ne peux pas, il faut faire quelque chose. Et donc l'entité lui dit, puisque tu ne demandes rien pour toi-même, retourne de là où tu viens. Elle retourne dans la voiture et effectivement, le mari évite au dernier moment la camionnette qui allait les emplafonner, ne comprend pas comment il a pu donner ce coup de volant et il n'y a pas eu de choc, jamais eu de choc. Et elle dit elle affirme qu'elle n'a jamais eu peur, elle n'a pas eu le temps non plus. Et elle a vécu toutes ces étapes sans douleur, comme disait votre interlocutrice tout à l'heure. Il n'y a absolument pas eu de douleur, il n'y a rien eu. Elle a vécu toutes ces étapes et elle a été transformée par cette expérience. Mais là, on pourrait penser qu'il y a simplement une sorte de perception accélérée du cerveau qui fait une projection de la situation telle qu'on peut l'apercevoir au premier degré, mais qu'en réalité, ce ne soit que cette agitation neuronale. Oui, mais ce qui est troublant, c'est qu'elle va rapporter ce que d'autres vont rapporter dans d'autres conditions partout dans le monde. Elle était bien au-dessus de la scène, exactement dans les mêmes conditions que d'autres témoins. Donc c'est le parallèle entre tous les témoignages, comme le disait Sylvie, de différentes cultures, de différents contextes culturels, qui font que c'est très troublant de retrouver les mêmes choses, les mêmes variantes similaires, quel que soit le point de la planète où le témoin témoigne. Alors il y a Denis qui nous appelle et sa réflexion est intéressante. Et vous savez qu'il y a un jeu terrible aujourd'hui, dramatique dans beaucoup de cours de récréation, les gamins qui prennent des foulards et qui tentent de connaître des sensations. Est-ce que c'est, sans le savoir, une NDE qu'il chercherait à provoquer? Et c'est surtout pas à faire, quelle que soit la personne qui nous entende, c'est surtout pas à faire. Non. Je connais bien un cas de l'enfant qui n'est jamais revenu, s'il est parti quelque part, mais en tout cas. Mais est-ce que c'est ça, éventuellement, qui les tenterait? Je ne sais pas, il faudra leur demander, je pense qu'il y a un petit peu de tout, suivant les... Et le dernier point, ce sont les chamans qui sortent du corps. Est-ce que ça peut être assimilable à une NDE? Oui, je pense qu'il y a des travaux à effectuer dans ce sens-là, mais à la différence quand même que le chaman provoque son expérience. Là, on n'est plus dans la spontanéité. Il faut bien, ou les expériences mystiques, de mystiques. C'est un rapprochement qu'on peut faire, mais ne pas confondre les deux, à mon avis. Simplement parce que éventuellement on a la technique, on déclenche le phénomène quand on le souhaite, et le reste, ça nous vient comme ça parce que on découvre qu'on a un don. Exactement, mais la spontanéité est très, très troublante. Merci à tous les deux. Alors, il faut savoir que vous avez donné une conférence sur ces expériences aux frontières de la mort à Lyon le 6 décembre, à la mairie du 3e, c'est ça? Oui, à 20h15. Et puis, cet après-midi, vous êtes à Paris, rue Léopold Bellan. Voilà. À 14h. Merci Éric Rollet. Donc, ce livre Paranormal entre mythe et réalité aux éditions d'Hervy, l'association Onde, et puis Sylvie Détiola. D-E-T-H-I-O 2-L-A-Z. Ben oui, mais je suis comme ça. C'était pour réserver la bonne surprise à la fin. Docteur en biologie et donc son association Noesis et avec un site internet www.noesis.ch. Voilà, vous écoutez Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine. Il est midi.